Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau podcast de Fouria Liga, podcast du vendredi spécial sur la 5e journée de championnat qui s'est disputée en milieu de semaine. Pour m'accompagner, la joueuse bande est composée de joyeuderie et de gueulerons, quelque part entre Cyprien pour les ans face caméra et Patrick Bruel pour le côté casser la voix, à la coprésentation, à la régie devant des purges du bas de tableau. Benjamin Bruchet, bonsoir. Bonsoir. Ça va mieux ta voix ? Ça va. On essaie de la soigner là. Une fois, c'est sa voiture qui refusait d'avancer. Une autre, c'est sa voix qui était en berne. Une autre encore, c'est un torticolis foudroyant. Mais ce soir, elle est là. Soledad Arquez-Vasquez, bonsoir. Bonsoir, je suis là et normalement, je devrais être là tout le temps. Espérons. Elle lâche plus. Très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle pour ton fan club. Voilà, on a... Quand il parle de Javier Tebas, il est magique. Quand il boit la concurrence, il est volvique. Quand il est supporter, il est nastique. Maxi Franco Sanchez, bonsoir. Salut tout le monde. Elle était magique encore une fois, cette intro. Tu sais que je me creuse le plus pour toi quand même, donc je me donne beaucoup de mal. Je te remercie. Bon, trêve de bêtises et de lancement magnifiques. On va commencer avec le premier match de cette 5e journée qui se disputait à Mestalla. Valencia Club de Football contre Malaga. 5-0, Ben, une boucherie. Ah, Malaga n'a pas existé. On va être sérieux avec eux. Ils font une première mi-temps, mi-figue, mi-raisin, où s'ils reviennent à 1-1, c'est pas une mauvaise, c'est pas un mauvais match, quoi. Ce serait logique. Mais en deuxième mi-temps, ils sont à l'abandon total, quoi. Malaga, ils n'ont pas existé du tout. Sur le triplé de Zaza, il y a rien. Il y a pas de hargne, il y a pas une volonté de rébellion. Ils sont passifs tout le long du match et ça fait encore une défaite pour Malaga. Michel on le pensait sauter après une grosse défaite à Valence, il est toujours là, donc pas encore de, comment on peut dire ça, j'ai plus le nom en tête. Bon, Malaga va pas bien et c'est pas prêt de s'arranger pour nous, je pense. Oui, c'est-à-dire que moi j'étais au stade, j'étais en Chico de Alto, donc le côté virage nord. Le virage nord, c'est en face de là où il y a la Curva Nord, parce que la Curva Nord est en virage sud, pour ceux qui veulent se repérer, c'est un peu compliqué. Bref, je découvre la compo vraiment 5 minutes avant le début du match, et on s'aperçoit que Malaga met ses meilleures armes sur le banc. Ah, ça va Adrián González, qui n'est autre que le fils de Michel, Borja Baston, Paul Bess, moi j'aime bien Paul Bess, mais bon, il n'a pas été non plus... fabuleux depuis le début de saison, mais bon, il a trinqué et je comprends pas trop pourquoi, surtout qu'après il est rentré en fin de match. Bref, ça s'annonçait pas super. Ils ont 2 occasions par mi-temps quand même, avec Roland notamment, l'ancien bordelais. Ça peut très bien faire un partout à la mi-temps, mais ça fait surtout 5-0 au final parce que en deuxième mi-temps, Zaza prend feu. Alors vraiment, moi je l'ai eu en face, pendant toute la première mi-temps, il a été devant les cages catastrophique, parce qu'il rate une occasion énorme, une galette de Carlos Soler pour le 2-0, et c'est interdiction de le rater. Il a encore beaucoup couru, et puis en 8 minutes, il met 3 buts, et là, à ce moment-là, on se rend compte que Malaga a complètement baissé de pied, ils n'étaient plus du tout. Vraiment, c'est mentalement, c'est même plus que physiquement, c'était mentalement. Après, Lato à gauche elle leur a vraiment posé des problèmes. Carlos Soler a été très très bon encore une fois, il fait 2 passes décisives. Même Montoya a été de sa passe D sur le deuxième but de Zaza. Montoya. Voilà. Les 3 attaquants ont marqué, très bonne nouvelle pour Valence. Alors j'avais écrit un petit article sur pas de crack, pas d'attaque. J'ai un Twitter, je ne sais plus comment il s'appelle, qui m'a dit ton article les a motivés. On va quand même rester calme parce que c'était que Malaga et qu'ils en sont déjà à 11 buts encaissés. Mais Mina a marqué, Rodrigo Moreno est entré et a marqué, et Zaza a marqué, il a reparti avec le ballon du match. C'est un match tout bon pour Valence qui va se déplacer à la Real Sociedad et qui aura une opposition autrement plus compétente et convaincante face à lui la semaine prochaine. Pour revenir, pour dire si on va se calmer, le match peut faire vraiment du bien. On en a parlé entre nous, on en avait parlé avec le podcast dernier sur Valencia. C'est Carlos Soler. On n'était pas sûr que son positionnement à droite soit vraiment adapté pour lui, il avait du mal à se trouver. Là, il sort deux passes D. Ça va vraiment lui faire mais c'est pareil, c'est que... Oui, non, mais ça peut lui faire du bien la confiance. Alors, Lato, aussi, ouais, non. Avec Lato, ils se sont promenés sur le terrain. Ah oui, non, terrible. Ils étaient imbalables. Oui, il fait 2 passes D, mais oui, parce que t'as rien en face, quoi. Pour la confiance, c'est terrible pour moi.
Ça, c'est terrible pour Malaga, hein, parce que... Et là, d'ailleurs, on pensait que tu as justement dit qu'on pensait que Michel démissionnerait ou se ferait virer. Et je crois qu'Altani n'a pas fait de tweet ou quoi que ce soit. Il n'y a pas eu de déclaration publique ou de petite pique publique. Et donc, voilà. Bah, même si Altani paraît résigné, c'est grave. Hein. Ouais. Après, pour revenir sur ce match, moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est que, François t'en parlait, c'est que j'ai quand même l'impression que Marcelino a réussi à relancer des joueurs qui étaient vraiment catastrophiques l'an dernier. Rodrigo, Mina, etc., c'est des joueurs qui, je ne vais pas dire qu'il fallait plus un clou, mais c'était quand même des joueurs en énorme difficulté. Alors évidemment, il ne faut pas s'enflammer, c'est que le début de saison, mais voilà, c'est quand même déjà une grande partie du travail qu'a fait Marcelino depuis son arrivée. Et faut pas oublier de parler de Guedes aussi, parce qu'il n'a pas marqué, mais on voit déjà qu'il va apporter énormément à cette équipe de Valence. Oui, et puis... Excuse-moi, vas-y, Solé. Il faut quand même souligner le travail de Marcelino, et il faut peut-être pas s'enflammer, mais quand même, depuis le début de saison, ça donne vraiment, et ça peut peut-être aller jusqu'au top 5 et vraiment nous surprendre tout au long de la saison. Ça peut vraiment donner quelque chose de très beau, Valence, cette année. Je vais terminer sur ce que tu dis, Max, sur les joueurs qui ont été relancés. José Gaya, qui n'a pas joué contre Malaga, mais retrouve un niveau vraiment intéressant. Ça fait 2 saisons qu'il était en dedans et il commence très fort l'année. J'ai une petite remarque de Nico, notre Nico national sur le chat. Il me demande si ça va mieux. Ça va. On fait aller. Merci Nico. Mais là, on va faire comme pour les présidents, Benjamin, on va publier tes bulletins médicaux. Merci. Tous les mois, c'est ça. On va passer à Barça Eibar, qui était dans la continuité de Valence-Malaga. 6-1. Que dire de ce match, Solé ? Alors, beaucoup de choses. On va dire déjà que Barcelone avance encore et reste leader de son championnat pour l'instant. Donc, avec la manière, on peut le dire, malgré encore quelques couacs parce qu'il en faut. Donc, on va dire que c'était un début de rencontre quand même assez compliqué. Eibar, c'est une équipe qui s'est là montrée un peu plus ambitieuse. On a vu qu'il y avait un 4-3-3 justement plus ambitieux avec Inui et Kappa pour accompagner Heinrich en attaque. Pour moi, ça a payé parce que vraiment dans les premières minutes de jeu, il y a eu un gros pressing dans l'entrejeu. Ils étaient sereins, il y avait de l'application. Ça aurait pu donner quelque chose. Surtout que côté Barça, la défense était quand même, je trouvais au début assez fébrile avec Piqué et Mascherano qui ont été justement fébriles dans leurs interventions. On a senti un peu qu'il manquait une Titi. Bon, au début, il y avait de quoi se dire aïe, Eibar peut planter et faire mal. Après, Valverde, il a prouvé quelque chose, c'est que son banc et son recrutement se sont avérés payants. Donc, on va commencer quand même par souligner la performance de Semedo. Je crois que depuis qu'il est arrivé, il a relancé un poste qui ne valait plus depuis 2 saisons, c'est celui de latéral droit. Il est rapide, il est précis, il est technique. Je trouve que de match en match, ça devient de plus en plus impressionnant à regarder. Et la surprise, c'est Paulinho aussi à souligner, qui avait un peu du mal à trouver sa place, j'ai trouvé quand même, surtout en première période. Il a perdu quelques duels, ça pouvait un peu laisser à désirer, mais il a 2 qualités. C'est un joueur physique, un joueur aérien, et il l'a prouvé parce que sur sa passe D et sur le but, c'était parfait. Il a prouvé qu'il avait quand même sa place dans cette équipe et qu'il pouvait donner quelque chose. Donc ouais, côté Barcelone, le réalisme a fait la différence, je pense. Et bon, Messi, je crois que c'est inutile que l'on en parle. Un quadruplé, une performance, nickel. Voilà. Qui ça tu as dit ? Messi. Non, ça me dit rien. Il y a un petit jeune, là, il vient de commencer. Non, désolé. Ça... Tu le découvriras bientôt. Ah, d'accord. Non, mais... Ouais, pour rebondir sur ce match, je ne vais pas vous cacher que j'ai surtout fait attention à la performance de Paulinho, parce que c'était un peu la nouveauté. Alors, c'est vrai qu'il a marqué, qu'en deuxième période, il a été assez à l'aise, etc., mais il ne faut quand même pas oublier cette première mi-temps désastreuse. Il y avait une stat, je crois qu'il avait réussi seulement 6 ou 8 passes exactement en première période, je ne sais plus exactement. Il perd 5 ballons de mémoire. Voilà, mais en fait, le problème, c'est que face à une équipe
qui pressait beaucoup, comme Eibar, qui exerçait un pressing assez intense. Il était complètement perdu, quoi. Il était perdu à la fois au niveau du positionnement, c'est-à-dire qu'il ne savait pas exactement où se placer par rapport à Busquets et par rapport à Iniesta. Et une fois qu'il avait le ballon au pied, c'était quand même assez compliqué. Alors après, en deuxième période, il a eu un peu plus d'espace, parce que la physionomie de la rencontre a fait en sorte que voilà, il y avait plus d'espace entre les lignes, on va dire. Et là, on l'a vu à l'aise, en se projetant vers l'avant, en allant marquer, etc. Mais quand même, il y a quand même beaucoup d'efforts à faire. Alors après, l'avantage, c'est que généralement, la plupart des équipes, quand elles jouent contre le Barça, elles n'ont pas tendance forcément à faire comme Eibar. C'est-à-dire que généralement, elles vont plutôt se replier derrière. Et c'est peut-être là que Paulinho sera un peu plus à l'aise. Mais là, quand même, moi, en tout cas, j'ai vu des défauts et des lacunes qui étaient quand même assez effarantes. Bon, après, de toute façon, on savait que c'était pas une sorte de nouvelle Iniesta. Hein. On s'y attendait. Voilà, il va falloir qu'il progresse dans cet aspect du jeu. Et sinon, aussi un petit mot pour Denis Suarez qui encore une fois montre que quand il est en confiance, quand on lui donne la confiance, il est toujours très utile. Il est magnifique ce joueur. En confiance. Sinon, pour faire un dernier point, il y a pénalty pour vous en première mi-temps? C'est sévère, mais non, parce que ça m'a rappelé le dernier Barça Eibar, la dernière journée de la saison dernière, où il y a 2 pénaltys, on ne sait pas trop d'où ils sont sortis. J'ai l'impression que Eibar, ils n'ont pas trop de réussite à ce niveau-là au Camp Nou. Franchement. Moi, je dirais non. Il n'y a pas pénalty. C'est un peu trop sévère. Bah après, ça ne change pas le résultat. Voilà, mais après, le brasse d'école, on va dire dans une surface, c'est le genre d'action que tu siffles rarement, on va dire. Mais après, pour moi, il y a faute. Après, c'est un problème, c'est qu'une faute au milieu de terrain où tu as un bras qui se décolle sur un duel et dans une surface, ça n'a pas la même incidence. Donc, après, il a voulu faire un zèle. Non, mais d'ailleurs, Mendilibar en a parlé après le match. Il y a un petit penalty qui est sifflé, mais bon, on a pris 6-1, donc je sais pas ce que je te raconte. Après, pour parler d'Alba, ils sont quand même très, comme on l'a dit l'équipe, ils sont quand même très sérieux. Et le contenu du match, il n'est pas désastreux pour eux, quoi. Ils n'ont pas fermé le jeu, ils ont essayé de se rassurer, ils ont eu des offensives. Henrich a débloqué son but. A débloqué son moteur, il me semble. Oui, c'était son premier but. Ouais, son premier but, ouais. Et un très beau but en plus. Un beau but de numéro 9. Donc après, pour Eibar, ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas espérer les 3 points. Donc ils ont essayé de jouer leur jeu et voilà, quoi. Il manque quand même Florian Lejeune en défense centrale. Le jeune et Léon. Ouais. Le jeune et Léon. Sergio Léon, il manque aussi sur son côté. Oui. Pedro Léon. Pedro Léon, ouais. Bah oui, lui en plus, pour le coup. Oui, Eibar aussi a eu ce mérite-là de pas fermer la boutique aussi. Il faut le souligner parce que, ouais, comme disait Max, tu aurais très bien pu mettre 10 mecs derrière et comme que ça passe, quoi. Après, je voulais aussi mettre l'accent sur un joueur très controversé, on va dire, et je risque de me faire incendier. C'est Gérard Deulofeu qui a pas été exceptionnel parce qu'il s'est quand même troué dans pas mal de ses choix d'un dernier mètre. Mais on voit que c'est quand même un joueur qui est super utile. Moi, je le vois se faire critiquer souvent. Enfin, faut voir comment il arrive à élargir le jeu, comment il arrive à le pressing qu'il fait dès que l'adversaire récupère le ballon. Alors, c'est pas forcément un crack, c'est pas forcément un joueur qui va être titulaire, mais franchement, ce qu'il fait, c'est vraiment assez, comment dire, c'est un joueur qui est utile, voilà, qui peut faire énormément de bien au Barça. Et maintenant, voilà, ce qu'il lui reste à faire, c'est d'être un peu plus précis. Moi, j'ai trouvé qu'il tente encore trop de trouver Lionel Messi. Ça, c'est un défaut qu'ont eu beaucoup de petits jeunes. À chaque fois qu'ils montent en équipe première ou qu'ils arrivent au Barça, ils veulent tout le temps trouver Messi. Et c'est un joueur qui est très critiqué, mais je pense qu'une fois qu'il aura appris à faire de meilleurs choix dans le dernier mètre, c'est un joueur qui va beaucoup apporter au Barça. Tu crois capable de faire ces choix-là, les bons choix? Moi, je suis vraiment pas un gros fan de Deulofeu. En fait, le problème, c'est surtout parce qu'il a l'étiquette de crack et c'est absolument pas. En fait, j'ai l'impression qu'il joue un peu à contre nature dans la mesure où c'est un joueur qui de base, de par son profil, c'est un joueur qui est quand même assez individualiste. C'est-à-dire que c'est un joueur, qui va jouer le 1 contre 1, c'est un joueur de couloir, etc. Et là, au Barça, forcément, il doit s'adapter. Il doit chercher plus Messi, il doit chercher plus les attaquants de pointe, et donc il a encore un peu de mal à faire ça. Mais je pense que dans les mois à venir, ça va vraiment être du bon. Oui, il est jeune, il peut encore apprendre. Hein, donc, il a des qualités justement qui font que il peut y arriver à faire ses choix dans les derniers mètres. Et je pense que aussi, comme Max, que faut lui laisser du temps. S'il arrive en plus dans
dans un contexte compliqué avec la blessure de Dembélé, il a quand même porté quelque chose sur ses épaules. Et même avec le départ de Neymar, je pense qu'il c'est du temps, mais il peut donner quelque chose. Il n'a pas montré que des mauvaises choses, mais aussi de très bonnes. Et je pense aussi que ça peut donner quelque chose au fil des mois. Et puis s'il ne réussit pas, il pourra toujours se reconvertir comme sosie officiel de Lucadini. Parce que j'ai vu un tweet d'un mec de As qui a sorti ça. Et je viens de comprendre que Lucadini et Gérard Deulofeu sont bien deux personnes différentes. Et ça m'a fait beaucoup rire. On part dans la banlieue sud de Madrid, Leganés qui affrontait Girona, et c'est Ben qui a regardé le match. Oui, et on a vu un très beau 0-0. On a vu. Explique-nous ça. On se croirait dans les programmes de Canal+ quand la Ligue 1 tirait pas du tout. Il y a des très bons 0-0, monsieur. Non, mais là pour le coup, on a vu une très bonne Leganés qui a vraiment mis la pression d'entrée sur Girona et qui les a même fait vraiment paniquer. Et c'était vraiment pas le Girona qu'on avait l'habitude de voir. Ils ont eu du mal à relancer, ils ont eu du mal à poser le jeu comme ils ont l'habitude de le faire. Leganés frappe la barre d'entrée. J'ai plus le joueur qui frappe la barre, mais je sais qu'il fera la barre d'entrée. Et après, c'est un festival de ratés. Les deux équipes n'ont pas voulu cadrer une frappe. Il y a une frappe cadrée sur, je crois qu'il y a plus de 25 frappes. Il y a une frappe cadrée, ils ont raté des 1 contre 1. C'était monumental. Mais franchement, pour les Leganés, c'est vraiment un beau match pour eux. Ils ont mis la pression, ils ont vraiment comme on a l'habitude de voir, c'était un genre de rouleau compresseur. Ils ont vraiment pris comment on appelle ça, vraiment pris la mesure de l'équipe d'en face. Ils ont vraiment dominé sur tous les points. Pour Gérone, c'est la première fois de la saison que Machin mettait 2-9 avec Kayod et Stuani. Et c'était vraiment. Ils ont perdu du monde au milieu, ce qui fait qu'ils avaient du mal à relancer. Vu que les Leganés en plus exercent un gros pressing, donc ils avaient du mal à trouver des joueurs libres et trouver le troisième homme comme ils ont l'habitude de le faire. Donc ça a vraiment eu du mal à se mettre en place. Et donc voilà, c'est pour moi, depuis le début de la saison, c'est un des plus mauvais matchs de Gérone. Depuis le début de la saison. 3-5-2 de Machin, c'est 3-5-2 de Machin avec 2-9 du coup. Ouais, là il a mis 3-5-2 avec 2-9. D'habitude, il fait un genre de 3-4-1-1-1. Je crois qu'il met un joueur de plus. Mais en gros, il y a deux numéros 10. Et du coup, qui est sorti du 11 du coup Je vais regarder ça. C'est Porto. C'est Porto, c'est ça. Mais, parce que Porto se bat un peu plus sur les côtés. Ouais, non, mais en plus, là, le Kayod, c'est vraiment. Il est plutôt bon balle au pied. Il bouge beaucoup, il a un gros physique, mais il a pas un gros QI foot encore. Après son premier match titulaire, il me semble, donc il va falloir lui 7 ans. Mais ouais, les 2-9. Après, moi, j'en ai parlé avec un des Girona France, le compte Twitter, et il m'a dit que la saison dernière, ça a mis du temps aussi à se mettre en place le système avec deux numéros 9, mais après, quand ça s'est mis en place, ça a tourné au-dessus de Dieu, quoi. Après, pour moi, le problème qu'ils vont avoir, c'est comme beaucoup d'équipes de bas de tableau et comme Leganés aussi d'ailleurs. C'est ce manque de buteur, parce que tu as Stuani qui est un bon joueur, mais c'est un mec qui généralement stagne à 10 buts maximum par saison. Porto n'est pas un numéro 9. Kayod, il a une bonne saison en Autriche, il faut voir comment il s'adapte. Après, voilà, dans un championnat de haut niveau, quoi. Ouais, voilà, donc c'est des joueurs qui, à part Stuani, encore une fois, qui n'est pas non plus un goléador énorme, tu n'as pas de joueurs qui peuvent te garantir un certain nombre de buts par saison. Et dans des équipes de bas de tableau, encore une fois, on se répète toujours, mais ça fait vraiment la différence. Pour dire, ça fait 3 matchs sans but pour Gérone, et ça fait 2 matchs sans but pour Leganés. Donc, après, le problème, c'est ça, c'est que les occasions sont là. Il y a vraiment, des deux côtés, il y a vraiment eu des occasions, donc il pourrait y avoir vraiment plus de buts que ça. Mais de faire des 0-0, ça émaille la confiance des attaquants. Donc, ils vont forcer des choix, ils vont forcer des frappes. Donc, ça va conduire à encore plus de déchets et moins de buts à la fin. Donc, c'est ça aussi le cercle vicieux dans lesquels peuvent entrer ce genre d'équipe. On va parler de la prochaine journée parce que c'est le derby en Catalogne, c'est Girone-Barça. Et Valverde justement a parlé du 3-5-2 de Machin et il a dit que lui devait trouver des armes pour contrer ce système-là. À quoi vous pensez comme ce que pourrait utiliser Chingoli pour contrecarrer ce système assez particulier et pas souvent très utilisé en Espagne? Je suis pas Messi, tout simplement, Messi. Ouais, oui, voilà, après voilà. Et sortir pourquoi s'embêter en fait? Non, mais après. Un talent comme Messi, oui. Pourquoi s'embêter? Surtout quand il fait tout, même quand il est seul. Enfin, sur le match, là, il était encore un peu seul au début. Il arrive à apporter toutes les solutions et les buts. Donc oui, pourquoi s'embêter?
Après, je pense que ça va être un 4-3-3, hein, ça c'est sûr, c'est quasiment sûr. Je pense que ça va se jouer au niveau du profil des joueurs qu'il va mettre au milieu. A priori, le Barça va avoir une énorme possession de balle. Et effectivement, moi, je pense que Paulinho va encore être titulaire parce que là, il aura vraiment besoin de muscles pour briser un peu cette muraille qui va se dresser devant le Barça. Donc voilà, mais je pense pas qu'il y aura non plus des changements de système mais par contre, quelque chose de il révolutionnaire. va falloir des mecs pour verrouiller les couloirs côté Barça parce que les deux latéraux de Gérone, ils ont du feu dans les jambes. Maffeo et Moïka, c'est des mobilettes sur les côtés. Donc tu leur laisses 2 mètres, ils partent à une vitesse, c'est assez incroyable. Morica qui est dans notre 11 de la 5e journée. Il vient juste de sortir sur Frigaliga.fr. Deuxième fois d'affilée, qui est dans le 11e, ça va. Pour être tout à fait complet sur les Ganes Girona, pour ceux que ça intéresse, Panenka vient de sortir une interview croisée des 2 entraîneurs, Assal Galitano et Pablo Machin. Et l'entraîneur de Leganés, donc Assal Galitano, sera invité au club du BIN Espagne. Je pense que ça peut se trouver sur YouTube quelques heures plus tard. Voilà. Pour ceux qui sont vraiment intéressés par ces 2 techniciens qui ont une bonne cote en Espagne. On passe à un des chocs de la journée, Athletic Club Bilbao contre Atlético Club de Madrid. Solé, un peu décevant cet Athletic Bilbao au final, non ? Bah oui, parce que c'était une équipe qui s'est montrée plutôt combative, mais qui a laissé l'Atlético de Madrid petit à petit revenir et complètement prendre ses marques. Donc cet Atlético quand même, on va dire que c'était un Athletic libéré offensivement, que c'était là où quand même, depuis le début de saison, où ça avait vraiment du mal à démarrer. Je trouvais que sur ce match, et ben là, on a commencé vraiment à retrouver un beau niveau technique devant. Et surtout au niveau des buts, moi je pense surtout à Griezmann. Je trouve que là on n'a pas seulement retrouvé de bonnes combinaisons devant, mais on a retrouvé aussi un très bon Antoine Griezmann qui je trouve se rapproche dans le style de plus en plus de celui de Benzema. Voilà. C'est pas une victoire déméritée pour l'Athletic qui retrouve donc ses marques, mais un peu décevant, oui, pour l'Athletic Bilbao qui avait montré les dents, mais qui s'est petit à petit, je pense, dépassé devant avec l'Atlético. Voilà. Après, sur ce match. C'est un peu le reproche. Vas-y, Max. Non, parce que je trouve que c'est toujours l'Athletic Bilbao, c'est toujours qu'ils sont capables d'aller chercher les gros et que au final ils ratent le penalty avec un penalty qui est très limite, Black le sort et on se dit qu'ils sont pas loin de gagner, mais ils ne gagnent jamais au final. Après ouais, sur ce match déjà d'entrée tu mets un 4-2-3-1, tu mets quand même San José et Touraspé dans le double pivot, qui sont pas des joueurs hyper créatifs. Devant, t'as Raúl Garcia, pardon. Donc voilà, déjà dès le coup d'envoi du match, le message que t'envoies, c'est quand même on va essayer de pas trop se faire bouffer, on va mettre des taquets, et après on va essayer de jouer un peu vers l'avant, essayer d'exploiter les contre-attaques, essayer que Mounier nous fasse une petite action de génie. Donc voilà, l'Atlético a fait, on va dire, ce qu'il avait à faire. Au moins il y a encore Thomas que j'ai beaucoup aimé dans ce milieu-là. Cette fois il était avec Saúl et j'ai trouvé que ces 2 joueurs étaient assez complémentaires et je pense que ça peut être c'est plutôt un bon signe que Simeone ait ce type de joueur à disposition, notamment quand Gabi n'est pas là. Et moi je pense même, encore une fois, je vais peut-être faire un petit peu de hors-sujet, mais je pense qu'il va falloir envisager à ce que des joueurs comme Saúl ou comme Thomas, enfin Saúl est titulaire, mais que Saúl repasse dans l'axe, que Thomas soit titulaire en lieu et place de Gabi. Parce qu'on a vu que c'est beaucoup plus fluide au milieu, les ballons arrivent bien plus facilement aux joueurs offensifs, et indirectement, un joueur comme Griezmann va en bénéficier, un joueur comme Correa va en bénéficier, on l'a vu face au Basque. Une des nouvelles aussi d'après-match, c'est le retour de Diego Costa chez les Colchoneros. Forcément, on va se poser des questions sur le futur de l'équipe de Simeone dans la gestion du groupe, sachant qu'il y a aussi Vitolo qui a signé. Est-ce que ça peut être problématique, Ben, au niveau de la gestion du vestiaire, on va dire, pour commencer ? On va dire qu'il commence à avoir quand même beaucoup de neufs et beaucoup de joueurs offensifs du côté de l'Atleti. On a Vieto, on a Gamero,
quel avenir pour ces deux-là, par exemple. Déjà que cette année, ils ont quasiment pas de temps de jeu, ils n'ont pas vraiment il n'y a pas vraiment d'avenir pour eux. Pour l'avenir, pour aussi avec un retour de Costa, c'est bouclé, donc à mon avis, c'est un départ en janvier. Et Vitolo, pareil. Vitolo, encore il y a un peu plus de place sur les côtés, à mon avis, il va y avoir un peu plus de rotation, mais numéro 9, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a quand même pas mal, il y a beaucoup de 9, et c'est quasiment tout le même nom qu'on a sur le terrain, quoi. Oui, de toute façon, c'est une certitude que soit Gamero, soit Vieto quitteront Atlético, voire même les deux, parce qu'il y aura absolument plus de place pour eux. Après, il faut quand même. Il y a des joueurs comme Correa, par exemple, qui est un joueur assez polyvalent, qui peut jouer en pointe, qui peut jouer sur un côté. Carrasco, c'est un joueur de côté, on l'a aussi déjà vu en pointe sur des phases de match. Donc voilà, de toute façon, c'est un problème de riche que va avoir Simeone. C'est un problème qu'il n'avait peut-être pas dans les saisons d'avant. Et donc là, il va avoir un vrai effectif à disposition. Et franchement, moi, je suis impatient de voir ce retour de Diego Costa, ça va être génial. Alors après, je vais mettre mon petit bémol, et je vais faire un peu mon chien. C'est dans quel état, enfin quand Vitolo va jouer. Donc Vitolo, même s'il joue à l'économie et qu'il joue sans vouloir se blesser, il joue quand même un peu régulièrement à Las Palmas, donc je me fais pas de soucis pour son état physique. Mais dans quel état va être Costa? Physiquement, il n'aura pas beaucoup touché le ballon, il manquera beaucoup de matchs, il manquera de rythme. Donc à savoir quand il va pouvoir vraiment être au niveau et être à son meilleur niveau pour vraiment apporter une vraie plus et le plus qu'on attend de lui à l'Atletico. C'est les seules vraies questions, les seules vraies interrogations de ces deux arrivées. L'Atlético a quand même une équipe de préparateurs physiques énorme, avec le Prof Ortega notamment. Donc voilà, l'important, c'est que je pense que c'est même pas qu'il soit prêt en janvier, c'est qu'il soit prêt. Les huitièmes, les huitièmes de Ligue des Champions, c'est vers mi-février généralement de tête. Donc l'important, c'est qu'il soit prêt à ce moment-là. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Il va s'entraîner. Là, on a vu les photos de son arrivée. Il est fit, ouais. Bon, il a l'air plutôt en forme quand même. Ça va, il est fit. Et il a pas quelques petits kilos superflus comme on pouvait penser. Donc, je me fais pas énormément de soucis de ce côté-là. Oui, il a fait une préparation personnelle au Brésil depuis 2-3 semaines. Donc il avait vraiment envie il disait qu'on avait marre de ses vacances, qu'il a quand même des vacances très très longues. Et il disait qu'il était temps de revenir et se mettre à niveau. Et manifestement, oui, des photos qui ont été publiées, il a l'air plutôt en forme. Oui. Et puis en plus, il a très envie d'aller au mondial. Donc ça lui fait un supplément de motivation. Il peut aussi, dans la liste, passer devant Alvaro Morata, qui est son successeur à Chelsea. Ça fait beaucoup de motivation quand même pour la bestia. C'est ce que j'allais dire, ouais, ça lui fait une occasion de plus de prouver qu'il a sa place partout, donc même en équipe nationale. Et ouais, c'est un retour très attendu et ça va être un retour très intéressant. Et Simeone se retrouve devant avec des qualités qui vont valoir le coup d'œil à partir de cet hiver. Ça va être vraiment très intéressant à voir devant. On va changer de région et il faut bien le dire, l'heure est grave. Ouais. Il faut féliciter Benjamin Bruchier parce qu'il a regardé le match que personne ne voulait voir, Deportivo de la Corogne à Alaves. Il l'a fait, il a regardé, il l'a analysé. Et ça a répondu aux attentes, les attentes négatives qu'on s'attendait, c'est que c'était vraiment, mais vraiment, vraiment nul. Ça régale pas la rétine pour non, prendre un pas papier du de tout. Libé. Voilà, non, le Deportivo, vraiment, il n'y avait rien. Surtout qu'il y avait encore Cholak sur le banc, pas compris. Oh là. Ouais, il n'y avait rien pour me sauver, quoi. C'est la première de Pérez, par exemple, par contre, plutôt. Première mi-figue mi-raisin dans une équipe qui s'est vraiment cherché, et heureusement qu'Alaves c'est vraiment zéro confiance et sinon le 1-0 il est quand même bien payé pour le déport parce que même face à une équipe autant à la rue qu'Alaves ils n'ont pas réussi à dominer, c'est assez incroyable. Les 35 premières minutes ils sont restés dans leur camp à balancer, ils ont balancé devant sur Pérez et Andon. Débrouillez-vous avec les mauvais ballons qu'il y a. Mounir, côté Alaves, a un peu bougé. Medran a essayé un peu apporter au milieu de tout ça. C'était pas mauvais. Garcia a filé quelques coups. Mais Alaves, ça a fait une première mi-temps plutôt intéressante avec... En fait, il y avait plus d'envie que de jeu. Donc c'était assez particulier. Il y avait pas, dans le jeu, c'était vraiment poussif. Mais voilà, dans les duels, ils répondaient présents. Et on avait l'impression qu'il s'était passé un petit quelque chose. Parce que c'est la première de Javier Caballo, je crois que c'est le nouveau entraîneur. Ouais, Cabello.
l'entraîneur intérimaire. C'est soit des cheveux, soit des chevaux. Hein, C'est lui, c'est Javier. Donc voilà, c'est son premier match, il est intérimaire, en remplacement de Zubeldia. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de changement fondamental dans le jeu, il n'y a pas vraiment de fondamental. Alaves est parti pour vivre une saison vraiment galère. Ça fait toujours 0 but pour eux en 5 matchs. Il me semble que c'est un des plus mauvais départs de l'histoire en Liga depuis très très longtemps. Donc que dire de plus, Luisinho a marqué. Voilà, c'est tout. Et Alaves a des soucis à se faire parce que ce week-end il reçoit le Real Madrid. Le Real Madrid qui doit être vexé comme pas possible d'avoir commis à la maison. On va en parler juste après. Ça peut faire très 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 mal en termes de. Ça va être une goléade, hein, ça va être violent. Vu ce qu'ils montrent depuis le début de saison et vu ce qu'il y a sur le terrain, je les vois pas, ne serait-ce qu'embêter un petit peu le Real. Bon, je vois vraiment pas ce qu'ils peuvent faire sur le terrain, quoi. Surtout que le Real, en plus de ça, ça fait quand même 2-3 matchs qui sont vraiment mal payés offensivement. Ils ont frappé une fois ou deux fois le poteau contre le Betis. Il y avait un Abdan en feu. On va dire comment ça va, la réussite va tourner et le Real va enfiler les buts comme pas possible. Et ça, à mon avis, ça peut tomber sur Alaves. Et justement, tu en parles, on va passer sans transition à Real Madrid-Betis. Et la première défaite du Real Madrid à la maison depuis. On ne se rappelle même plus. Et avec un partidazo d'Antonio Adán, le gardien formé au Castilla du Real Madrid Soleil. Alors, oui, on va parler du Betis d'abord avant de parler du Real parce que c'est une équipe qui vraiment, là, c'est vraiment très très bien débrouillé quand même. C'était fluide, il y avait un bloc construit, solide. Derrière, c'était aussi efficace, je trouvais. Les sorties de balles du Betis, à chaque fois, c'était propre. C'est ce qui a d'ailleurs, je crois, amené quand même le but à la fin. Quique Setien, il n'a pas fini d'impressionner avec son équipe. Moi, ils m'ont vraiment impressionné sur ce match. Encore une fois, je pense que c'est une équipe qui peut donner quelque chose. Après, devant, on a quand même une mauvaise forme du côté du Real. Malgré le retour de Cristiano Ronaldo, il n'y avait pas du tout d'envie devant. Zidane a peut-être entassé les potentiels offensifs, mais au final, ça n'a pas vraiment suffi. On a vraiment senti une grosse baisse de régime. Surtout, moi j'ai pensé à Carvajal qui devient un peu inquiétant et irrégulier en ce moment. Ça commence à un peu être inquiétant. Et vraiment, il manque quelque chose à cette équipe, je trouve. C'est un vrai remplaçant en tant que numéro 9. Zidane savait que Morata allait partir. Il aurait peut-être plus fallu un remplaçant à ce niveau-là parce que Benzema n'étant pas là, pour moi, on a ressenti un peu un problème à ce niveau-là. Il manque un numéro 9 pour moi, cette équipe du Real. Parce que Morata, mine de rien, même si il était peut-être fait pour partir, il rapportait quand même ses points. Et là, on sent qu'il manque pour moi ce poste au Real. Et l'absence de Benzema, on l'a ressenti sur ce match, j'ai trouvé. Oui, mais Borja Mayoral marque contre la Real Sociedad. Il fait une bonne entrée contre le Betis. Il n'est pas loin de marquer d'ailleurs. Je ne sais pas sur une de ses frappes où il a deux grosses occasions en fin de match. Et s'il marque, effectivement, ça. Ouais, mais c'est des profils qui sont un peu différents par rapport à Morata. Ouais. Mayoral, c'est plus un Benzema, on va dire. Alors que Morata, c'est un joueur qui est quand même assez à l'aise dans la surface. C'est un mec, tu peux envoyer des ballons. Tu es sûr qu'il en prendra au moins un ou deux de la tête. Et il y a aussi un départ qu'on a tendance à oublier, c'est James. Parce que James, il ne jouait pas les gros matchs, mais dans les petits matchs de Liga, il répondait présent. J'ai plus les stats en tête, mais je crois qu'il avait plus de 10 passes décisives et pas mal de buts aussi sur ces matchs de Liga. Donc voilà, oui, tu as peut-être eu pour une fois ces dernières saisons, c'est assez rare parce que le Real Madrid a bien travaillé, tu as peut-être eu un problème au niveau de la gestion du mercato. Mais encore une fois, sur le match, le Real Madrid a quand même eu énormément d'occasions. Un match nul, même une victoire madrienne aurait finalement été le score le plus logique. Ce match, tu le rejoues 10 fois, le Real Madrid le gagne 9 fois. Setien, en revanche, il avait fait 3-3 l'an dernier avec Las Palmas à Bernabéu. Cette fois, il gagne dans les arrêts de jeu. Il a le jeu pour gêner le Real au final.
C'est peut-être l'entraîneur qui a le plus causé de problèmes à Zidane depuis qu'il est arrivé. Surtout qu'il y a une progression dans le jeu de ses équipes. Avec la Smash l'année dernière, il mène 3-1 et il se laisse embarquer dans le jeu que veut faire le Real. C'est un joueur de Moura football. Non, je te coupe, c'est Ressé qui leur plombe le match. Aussi, mais il se laisse emporter quand même dans ce fait de toujours attaquer. Et là, avec le Betis, c'était quand même un poil plus réfléchi. Il y avait toujours une volonté de garder un bloc qui était cohérent. Il n'y avait pas une volonté de se porter l'attaque à 6-7 et de prendre des contres alors que c'est pas nécessaire tout le temps, quoi. Donc, à mon avis, il y a aussi lui qui progresse aussi dans cette logique de cette approche. Il a appris le match qu'il a fait, le match de la saison d'avant. Il progresse. Oui, il a le jeu pour emmerder parce qu'il me semble qu'il a perdu qu'une seule fois en 4 matchs contre Zidane. Il me semble. Il fait une défaite, 2 nuls et une victoire. Mais voilà, ça montre une vraie progression de son côté. Quelqu'un pour conclure sur ce match-là, s'il veut rajouter quelque chose? Il faut aussi juste signaler rapidement que le Betis avait quand même démarré la rencontre avec une équipe assez remaniée, que Guardado est entré en jeu à cause d'une blessure. Enfin, donc ça donne quand même aussi encore un peu plus de prestige, on va dire, si on peut dire ça comme ça, cette victoire. Oui, puis Joaquin sur le banc aussi. Exactement. Oui, Guardado il rentre après la blessure de Camarasa, c'est ça ou c'est ça. Alors que ça, la blessure de Camarasa. Ouais, la blessure de Camarasa va être un gros problème quand même. Il est absent un mois, plus encore que Boudbouz qui est encore sur le flanc quelques semaines, qui est rentré 10 minutes et qui se ressent encore de son entorse au genou. Camarasa, au milieu de terrain, il fait un bon début de saison, c'est un bon régulateur de jeu. Et juste pour faire une dernière promo de notre Super 11 de la 5e journée, Aïssa Mandi, titulaire en défense centrale. Ouais. Il a fait un très bon match à l'image de toute la défense. Et aussi, on l'a pas mis, mais Tony Barragan aussi, qui était très bon côté droit. On passe au retour de Vitolo au Sanchez Pizjuán de Séville, qui ne s'est pas passé comme lui l'espérait. En revanche, c'est un glorieux ancien revenu au Bercail qui a donné la victoire en toute fin de partie, Jesus Navas. Et Max, évidemment, ça t'a marqué. Alors, déjà, juste sur le retour de Vitolo, c'était quand même des images assez frappantes. Parce qu'en plus, pour ceux qui ont eu la chance de voir le match, l'ambiance était assez festive. Il y a eu des jeux de lumière pendant l'hymne, etc. Et alors, au bout de 15-20 secondes de jeu, tu as un duel aérien entre Vitolo et Mercado met un taquet à Vitolo. Il est par terre et ça commence déjà à s'embrouiller entre les deux. Tu as tout le public derrière qui insulte Vitolo. Donc, c'était quand même des images assez... pas choquante, mais qui était assez forte. Et voilà, et Vitolo, de toute façon, je pense qu'il a quand même été assez affecté par ce retour, par tous ces chants, etc., parce qu'il a fait un match très compliqué. Le but de la victoire, c'est Navas qui le met. Je vais être un peu mauvais angle peut-être, mais ce but-là, il ne sait pas comment il a marqué, quoi. C'est clairement un centre voilà, qui s'envenime un peu et qui finit au fond du filet. Mais voilà, ce qui est important sur ce match, c'est de voir comment, journée après journée, Berizzo fait tourner. Il fait tourner des joueurs. Là, on a des joueurs comme Krondelli qui ont démarré. Et ça marche. Voilà, ça marche. C'est pas brillant. C'est assez pragmatique. Et Séville continue de gagner. Moi, ce qui me choque, ce que je trouve intéressant, c'est quand même qu'on a récupéré une certaine rigueur défensive à Séville qu'on n'avait pas beaucoup vu ces dernières années. Et quel que soit le joueur qui joue, par exemple, l'Anglais n'était pas là, mais l'Anglais avait fait de très bons matchs par le passé. Là, c'était notamment Kier qui a joué. Et voilà, quel que soit le joueur aligné, ça défend plutôt bien. C'est solide. Las Palmas n'a pratiquement pas eu d'occasion, alors qu'il y a quand même des joueurs d'attaque assez redoutables dans cette équipe. Donc voilà, Séville a su gérer son match. Après, j'ai quand même quelques petits problèmes avec l'animation offensive, dans la mesure où ça commence à mieux jouer quand c'est Banega qui est entré en jeu, et on voit que c'est quand même souvent ça. J'ai quand même l'impression qu'il y a une certaine dépendance à Banega, dans une moindre mesure à Sarabia aussi, qui est lui aussi entré en jeu, qui a fait une bonne apparition. Mais voilà, il va falloir régler ça du côté de Séville, parce que pour l'instant c'est encore assez compliqué, mais voilà, tant que ça gagne, Séville est deuxième. N'a encaissé qu'un but, n'a toujours pas perdu, voilà, c'est costaud, mais on attend quand même encore un peu plus d'Eduardo Berizzo après ce qu'on a vu au Celta la saison dernière. Oui, c'est vrai qu'on a vu que faire rentrer quand même Banega à la fin, ça a quand même été efficace. Il a une manière de conditionner quand même les mouvements de ses adversaires qui est assez intéressante.
On voit qu'il apporte beaucoup à cette équipe. Après, oui, c'est vrai qu'on ressent encore le besoin de le mettre. Et sinon, il y a des choses qui ne vont pas. Après, quand même, Séville a quelques solidités, j'ai trouvé sur ce match. Et justement, bon, même si les rotations parfois de Berizzo peuvent faire peur, parce que ce n'est pas trop à force de rotation justement, on a vu que dans l'axe Nzonzi, Crondelli et Scudero, c'était quand même assez solide. Navas jouait assez haut. Bon, il y avait quand même de bonnes choses dans cette équipe de Séville. Pourtant, ça avait même bien commencé aussi en début de match. Ça progressait bien vers l'avant. Mais ça s'est essoufflé. Il a manqué un peu de réussite. Et un Las Palmas, qu'il faut le souligner quand même, qui a été assez quand même solide derrière, j'ai trouvé. Mais oui, en première mi-temps, les Sévillans ne sont pas montrés dangereux. Il n'y avait pas assez de profondeur dans le jeu. Parfois, oui, il y a quand même des limites à souligner. Et oui, on en attend encore, c'est vrai, un peu plus de Berizzo et cette équipe de Séville. Et pourquoi pas aussi peut-être se calmer un peu plus sur les rotations et, je sais pas, créer un peu plus un équilibre et, je sais pas, peut-être trouver un équilibre. Parce que là, peut-être que les rotations, à un moment aussi, ça peut avoir ses limites. Même si ça marche. Pour moi, justement, le problème, c'est que déjà, tu fais beaucoup de rotations dans une équipe où tu as énormément de nouveaux. Oui. Donc, ça n'aide pas forcément tous ces nouveaux à s'adapter. Et de deux, le vrai problème au niveau de cette animation offensive, c'est que tu as très peu de joueurs qui arrivent à être constants sur 90 minutes. C'est-à-dire que Navas, c'est pareil. Navas, c'est un joueur qui disparaît énormément, qui va te sortir une action de génie de temps en temps. Ganso, c'est typiquement ce joueur-là qui va passer à travers un match, mais va te faire ce petit coup, ce petit éclair qui va te faire la différence. Correa, c'est un peu pareil. Ben Yedder, le pauvre, s'il n'a pas énormément de ballons, il peut rien faire. Donc voilà, tu as un problème au niveau de la régularité des joueurs. C'est pareil d'ailleurs pour Nolito, quand on l'a vu, il a été assez régulier. Et voilà, il n'y a que Banega qui arrive justement à s'imposer sur la durée de tout un match, on va dire. Donc voilà, c'est un des problèmes que va devoir corriger Berizzo dans les semaines à venir. On passe au match qui s'est disputé hier. On pensait qu'il y aurait des buts et finalement il n'y en a pas eu. Villarreal-Espagnol, Ben. Oui. Entre un peu les frères siamois de Liga, les deux qui arrivent en 4-4-2. Et on va pas se mentir, c'était vraiment pas un bon match. Il y a eu quelques situations. Villarreal qui arrive encore avec un duo Bakambu qui c'est vraiment pas. Moi, je suis vraiment pas encore super fan de ce duo-là et c'est vraiment poussif dans le jeu. Il y a vraiment une manque d'allant. Escriba, je suis vraiment pas un de ses défenseurs, pas un de ses. J'arrive pas à trouver ce qu'il veut faire avec son Villarreal en fait. C'est vraiment trop flou et j'ai l'impression qu'il garde le 4-4-2 pour dire Marcelino a réussi en 4-4-2 donc je garde le 4-4-2. Donc je suis vraiment dubitatif encore sur le fond du jeu. Après Villarreal a quand même été un peu le plus dangereux sur ce match-là, notamment grâce à Samu qui a vraiment bien bougé et qui a vraiment mis à mal l'organisation défensive assez faiblarde aussi de l'Espagnol. Parce que l'Espagnol, j'arrive pas à comprendre aussi, ils n'arrivent pas à lancer leur saison. Dans le jeu, on n'arrive plus à retrouver la solidité défensive qu'il y avait la saison dernière. Devant, ça patauge beaucoup, il y a quand même il manque criant de réussite. Donc vraiment, l'Espagnol, début de saison, il est vraiment très très moyen, alors que c'est un effectif qui a quand même pas beaucoup bougé et qui s'est même plutôt bien renforcé. Donc sur le coup là, l'Espagnol, le début de saison, il m'inquiète, mais c'est vrai qu'il est surprenant. On se disait que c'est une équipe qui allait continuer comme la saison dernière et entre guillemets continuer d'être solide à l'extérieur et arracher des points en contre et tout ça. Et là, on se rend compte que pas vraiment, alors qu'ils ont pas affronté des équipes qui sont vraiment impériales. Séville en première journée, c'était prenable. Là, ils perdent à Leganés, ils prennent 5-0 à Barcelone, bon ça va. Ils gagnent à Vigo, entre guillemets un peu parce que Vigo c'est quand même une galère défensive. Et après, là, il fait encore un 0-0 infâme. Dans le jeu, s'ils peuvent perdre, si tu joues comme disait Max la dernière fois, normalement l'Espagnol le perd ce match-là. Il manquait vraiment quelque chose dans le jeu et c'est vraiment surprenant. Mais voilà. Et côté Villarreal, voilà, pareil, poussif, très très poussif dans le jeu. D'ailleurs, à propos de Villarreal, pour ceux que ça intéresse, Bruno de la Cruz, notre cher compère, vient de faire une vidéo sur le duo Bakambu-Baka qui sera publiée dimanche matin, normalement. Voilà, et donc vous saurez tout. Il a épluché toutes les statistiques, il a vu tous les matchs, et il va vous expliquer le fonctionnement de l'attaque et des lignes du 4-4-2 de Fran Escribá, et aussi le rôle
Samu Castillejo sur le côté. On passe à Celta Getafe, et Ben, c'est encore toi qui t'y est collé, décidément. Je me suis régalé. Et le Celta, d'ailleurs, qui a pris une amende, je crois, de la Ligue, parce qu'il n'y a pas assez de spectateurs. Mais ils l'ont pris avant ou ils l'ont pris encore sur ce match-là? Parce que c'était encore pas très rempli. Hein. Je crois que c'est sur l'ensemble de leur œuvre à Balaidos. Balaidos est en réflexion. Ouais. Mais parce qu'il faut expliquer que la Liga met des amendes si dans l'axe caméra, il n'y a pas de public. Bon. C'est 75% de la tribune qui doit être remplie, effectivement. C'est ça, ouais. Et en plus, sur le match précédent, enfin sur ce match-là contre Retafe, ils avaient mis des tarifs préférentiels pour inciter les gens à venir, mais on va dire que c'était quand même pas la grande joie au Balaidos, quoi. Malgré le fait que le club ait fait des efforts pour ça. Donc, pour revenir sur le match et au jeu, on a encore un but de Maxi pour Vigo. Pas Maxi notre consultant, Maxi le joueur. Non, encore un but de Maxi, encore un but de vrai renard, quoi. Il me semble que c'est Hugo qui lui fait la passe. Ouais, c'est Hugo qui fait une genre de passe qui gagne un duel et qui la remet au centre, mais un peu, il a l'impression qu'il vise Maxi. Et Maxi a vraiment le bon déplacement pour sentir le ballon et tout seul et aligner le gardien, quoi. Et après ça, Vigo, poussif. Je le dis beaucoup de fois, mais là vraiment, défensivement, c'est vraiment brouillon. Il n'y a pas de solidité, ça prend l'eau rapidement, ça panique très 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 rapidement. Et offensivement, pour moi, il n'y a pas grand chose aussi. Les circuits de passe sont pas encore actés, les joueurs sont en dedans, sont sur courant alternatif. Il manque vraiment. Il n'y a pas encore d'élan, il n'y a pas encore de vraie volonté offensive, et ça commence un peu à s'inquiéter pour Nzoué du côté de la Fétienne. Donc vraiment, c'est pour moi, Vigo fait un début de saison particulier. Et après, côté de Retafe, ils ont fait le match qu'on a pu devoir, solide, un bloc bas, qui procède en contre, un Molina qui a été vraiment, vraiment remuant et qui a pesé vraiment sur la défense du Celta, avec un but de Rodriguez, il me semble, à la fin, qui permet l'égalisation, sur un beau cafouillage, il me semble, de la défense de Vigo. Mais voilà, un match nul plutôt logique au vu du contenu des deux équipes. Après, pour revenir rapidement sur le Celta, la stat, c'est quand même que Maxi a marqué les 4 buts du Celta cette saison. Donc, généralement, quand tu es aussi dépendant d'un buteur, surtout pour une équipe qui veut quand même jouer la première partie de tableau, c'est quand même assez inquiétant. Parce que voilà, tu as des joueurs comme Iago Aspas, comme Pione Sisto, dont on attend encore beaucoup, qui sont dedans. Remor, il a montré quelques trucs intéressants, mais il n'est pas prêt. Voilà, donc non seulement tu as un coach où tu sais pas vraiment ce qu'il veut faire au niveau du plan de jeu, et en plus tu as des individualités qui sont pas au niveau. Et j'ai oublié aussi Guidetti qui est blessé en ce moment. Donc voilà, pour l'instant, moi je suis quand même assez déçu du Celta, j'en attendais bien plus. Et le problème, c'est que je ne vois pas de signe, on va dire, de signe d'espoir pour les semaines à venir. Oui, c'est en lisant le compte français du Celta Vigo, qui est très complet d'ailleurs sur l'actualité des Celtistes. Il disait que pour Nzoué, ça commence à chauffer un petit peu auprès des supporters, comme tu l'as dit, Ben. Parce qu'on voit pas d'amélioration. Et puis oui, leur dépendance est de Maxi Gomez. Si Maxi Gomez se blesse, ils sont quand même un peu mal barrés. Parce que Aspas n'a toujours pas marqué depuis le début de saison aussi. Il n'a pas l'occasion, il n'a pas de situation. Il est dans le jeu, on ne le voit quasiment pas. C'est ça qui est inquiétant. Tu vois, c'est que encore il serait malchanceux, il y aurait un concours de circonstances qui font qu'ils sont dans le jeu, il y a quelque chose, mais il gagne pas. Tu peux te rattacher à ton contenu des matchs pour te dire bon, ça va tourner. Là, dans le contenu, c'est vraiment vraiment pauvre. Donc c'est vraiment ouais, c'est pas rassurant et pas encourageant pour l'avenir. Est-ce qu'on n'est pas sur aussi la poursuite de la saison dernière en Liga? Avec le Celta qui a complètement décroché pour jouer et privilégier l'Europa League. Et au final, on sent qu'ils sont un peu sur le même rythme un peu, non? Il y avait l'objectif. C'était la Ligue Europa. Là, ils n'ont pas d'objectif à côté. Ils attendent pour la Copa. Je sais pas. Ils veulent une relégation, mais être en finale de la Copa del Rey, peut-être. Non, mais c'est surtout que l'an dernier, ils ont fini au milieu de tableau. C'était assez décevant au niveau de la Liga. Mais tu sentais quand même que dans le jeu, c'était autre chose. Et Berizzo, finalement, il ne s'est pas fait énormément tacler par les supporters, justement parce qu'il y avait ce côté du jeu. Et tu avais aussi des concours de circonstances qui faisaient que tu te prenais des buts en bois parce que tes défenseurs étaient nuls, parce qu'ils faisaient des boulettes, etc.
Là, tu n'as rien du tout, quoi. T'as vraiment rien à quoi t'accrocher pour avoir des motifs d'espoir pour les semaines à venir. On est pile dans les temps pour parler du dernier match de cette 5e journée qui est disputé à 22h la Ciutat de Valencia. Alors 22h un jeudi, c'est peut-être le pire horaire qui puisse exister pour un match de foot. Et malgré ça, ça a été plein. Et Levante a mis le dérouillé à la Real Sociedad 3-0. Et c'était vraiment une démonstration. La Real Sociedad qui vient d'encaisser sa 2e défaite consécutive avec 3 buts dans les sacoches. C'est assez troublant. Qui a regardé le match ou est-ce que je m'en occupe tout seul? On l'a tout. Allez, fais-toi plaisir. Ouais. Parce que bon, j'ai gagné des places pour aller voir le match. Donc j'étais super content d'aller parce que il faut savoir, quand on n'est pas accrédité, les places pour les Levante sont extrêmement chères. Donc c'était 40 €. Donc voilà, j'étais plutôt content de ma soirée. Et en plus, j'étais sur le côté gauche de l'attaque du Levante en première mi-temps. Donc j'ai pu admirer José Luis Morales, puis Ivy sur ce côté-là. Et vraiment, c'est un régal. Ces 2 joueurs-là ne sont pas très connus, mais ils sont vraiment fabuleux. En plus, il y a Bardi, leur numéro 10 au milieu, qui est fabuleux. Et puis, il y a eu cette volée sortie de nulle part de Chema Rodriguez. C'est peut-être, avec la volée de Shibazaki aussi, avec Retafe contre le Barça, c'est peut-être les 2 plus beaux buts de la saison. Il a trouvé un angle pour aller chercher le ballon impressionnant. Et ça a récompensé toute la première mi-temps de Levante, parce que Rulli a sorti 4 parades pour repousser l'échéance. Et finalement, à la mi-temps, Levante a eu cet avantage qui était plus que mérité. Et en deuxième mi-temps, il n'y a pas vraiment eu de rébellion de la part de Chuleo. Et Ilia Ramendi, je trouvais assez seul. Xavi Prieto, beaucoup moins influent que d'habitude. Il faut dire que Eusebio Sacristian a fait l'erreur de faire tourner contre Levante. Et je pense que ça, Zidane l'avait déjà fait contre le Real Madrid, et ils avaient fait un partout. À droite, Rossella n'a pas joué. Je trouve que c'était Julian José n'a pas eu un seul ballon. Ouais, ils ont un peu été ils sont peut-être un peu allés en dilettante, la Real Sociedad, et ils ont payé le prix fort. Et Levante, ils ont tout de l'équipe qui va finir dans la première partie de tableau, parce que leur plan de jeu est structuré. Ils savent exactement où ils veulent aller. Alors peut-être que je m'enflamme en disant première partie de tableau, mais en tout cas, c'est du très très bon football. Et c'est très très bien organisé, je trouve. Et en plus, non, tu t'enflammes pas du tout, FM, parce que quand même, ils font un sacré début de saison. Après avoir croisé Villarreal, le Real et Valence, ils restent toujours quand même invaincus, et c'est très fort. Oui, ils savent exactement où ils vont, et je pense que ça peut terminer, oui, largement dans le haut du classement, parce qu'on voit quand même une équipe assez ambitieuse et qui peut aller très loin, je pense, cette saison. Il y a un truc qui m'a bien plu aussi en fin de match, c'est tout le stade qui a crié Bardi, 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 parce qu'ils avaient un coup franc à 20 mètres, et Bardi il a mis le coup franc comme ça. Ouais. Il a frappé en pleine confiance, quoi. Et Rulli n'a pas bougé. D'ailleurs, j'ai rigolé parce qu'à chaque fois que Rulli devait relancer au pied, mais il faut le voir pour le croire, quoi. En vrai, c'est encore pire qu'à la télé. Il n'a pas de pied, ce garçon-là. Non. C'est terrible. À ce niveau-là, il est quand même international argentin. Et vraiment, c'est un vrai handicap pour la Real Sociedad qui est une équipe qui joue au ballon. S'il n'y a pas un défenseur central qui redescend pour faire la relance, où il est incapable d'allonger à plus de 20 mètres. Et encore, hein, j'ai vu des relances à 15 mètres qu'il a complètement ratées. C'est une catastrophe. Mais oui, pour les 21, c'est vraiment une équipe qui en plus, voilà, comme on l'a dit, niveau confiance, ils sont au taquet, donc ils réussissent les matchs et ils ont une réussite folle. Donc si ça continue comme ça et qu'il n'y a pas d'accro et qu'ils arrivent à dérouler en gérant les moments un peu moins bien, en prenant un peu des points, c'est clairement une équipe qui peut se classer très très bien cette saison, quoi. Oui, il y a juste un bémol sur leur équipe, c'est Alex Alegria qui n'est pas bon. Je crois qu'il a perdu 9 ballons hier soir. Il n'est pas dans le coup. Alors, il fait un peu attaquant pivot. Enfin, il essaye, mais il n'y arrive pas. Et c'est assez terrible parce que moi, je me rappelle quand j'avais vu le derby à Pizjuán contre le Betis, il avait marqué et le but avait été refusé pour un hors-jeu qui était vraiment très très limite. Et à ce moment-là, la presse sévillane avait commencé à dire voilà, notre Kanté là revient. Alex Alegria, il est super fort. Il avait re-signé pour plusieurs saisons. Et depuis ce moment-là, c'est presque 2 ans quand même. Il y a 2 ans ou l'année dernière, je ne sais plus, parce que j'en ai fait 2. Bref. Et depuis ce moment-là, il n'y arrive plus. D'ailleurs, Ruben Castro était passé sur un côté, il
faut se rappeler qu'il avait été quand même exilé. Ouais. Et parce que Alex Alegria était en pleine bourre. Et là, je sais même pas s'il a eu une occasion, alors que vraiment, autour de lui, il a des vrais joueurs de ballon, quoi. Bah après, à la base, quand ils l'ont recruté, il venait pas en tant que titulaire. C'était Roger qui s'est blessé pendant 6 mois, là. Oui, c'est Roger Martin, ouais. Qui a été fini deuxième meilleur buteur de championnat de Segunda la saison dernière. Exactement, donc c'est déjà un profil différent. Il y a Nano Mesa aussi qui est un joueur offensif capable de jouer en pointe. Pareil, c'est un profil plus petit joueur pour jouer entre les lignes, etc. Mais voilà, c'est l'équipe de... Lerma n'était pas là aussi d'ailleurs. Lerma, il faut le souligner, qui est peut-être un des joueurs les plus sous-cotés de la Liga, le milieu de terrain colombien, qui n'était pas là hier. Donc voilà, cette équipe de Levante, de toute façon, c'est solide parce qu'en fait, autant il y a des équipes, par exemple Alaves l'an dernier, quand ils font une très belle saison comme ils ont fait, c'était vraiment une surprise. Autant Levante, c'est pas vraiment une surprise parce que leur relégation était un accident et les saisons d'avant, ils travaillaient déjà quand même super bien. Ils ont réussi à conserver une certaine structure de l'équipe en descendant et en remontant ensuite, ce qui est tout aussi compliqué presque. Donc voilà, finalement, ils sont sur la continuité. C'est une équipe qui, oui, va peut-être pas être en première partie de tableau, mais qui va se sauver a priori sans souci majeur. Oui, d'ailleurs, pour l'attaque, ils ont recruté Boateng et Nantes était dessus. Et finalement, voilà, Levante l'a arraché. Il n'est pas rentré hier. Mais voilà. Et aussi, il faut remarquer que la Real Sociedad a vraiment un peu. Il y a eu des joueurs expulsés. Ça fait une semaine, là, ils sont vraiment dans le dur. Et après avoir marqué 3 fois 3 buts pour gagner ces matchs, là, ils ont quand même 2 fois 3 pions. Alors contre le Real Madrid, il y a eu des circonstances atténuantes parce que sur le deuxième but, par exemple, le CSC de Kevin Rodriguez, ce même Kevin Rodriguez est à 2 doigts de taper la barre dans la continuité de l'action. Donc ça peut très bien faire 2-1 pour eux et finalement c'est 2-1 contre eux. Mais là, en revanche, on sent peut-être que les joueurs sont déjà émoussés par leur début de saison. Et là, ils prennent Valence dimanche. Ça fait un gros calendrier quand même pour eux. Oui, et en plus, ouais, comme tu l'as dit, on a l'impression qu'une équipe qui réussissait tout au début de saison se met à douter et mentalement, ils pètent un peu, ils pètent des plombs. Ils sont vraiment, c'est moins serein, ça s'énerve beaucoup plus. On voit, ils contestent chaque décision. On a l'impression que l'équipe s'est mise à douter totalement et mentalement, ils ont flanché. Alors que, au contraire, ils devaient prendre les matchs normalement et tout réussissait, donc ça devait couler. Et un petit accrochage a fait qu'ils paniquent vraiment plus rapidement et mentalement ils ont l'air moins concernés, moins ensemble et c'est vraiment particulier, quoi. Ouais, j'étais déçu parce que moi j'étais très content d'aller voir la Real Sociedad et je voulais vraiment les voir bien jouer au foot et je me suis presque dit Levante, bon ils vont se faire taper, quoi. Et en fait c'est tout l'inverse qui s'est passé, c'est vraiment très décevant et je sais pas ce qui se passe en ce moment du côté des zones de Sebio, mais vraiment, après le beau football qu'ils ont développé pendant les 3 premières journées, là, on se pose des questions et c'est étonnant parce que c'était vraiment très convaincant depuis le début de l'année. Ouais, après, faut peut-être pas non plus se mettre dans une situation dramatique dans le sens où il y avait quand même quelques rotations. Il y avait Soupeldia qui jouait à la place de Surutusa, qui est un joueur extrêmement important dans le 11. Odriozola n'était pas titulaire sur le latéral droit, Oyarzabal n'était pas là non plus, Inigo Martinez est toujours blessé, donc voilà, t'avais quand même c'était pas l'équipe B, mais t'avais quand même beaucoup de joueurs qui ne sont pas là. Ouais, c'est ça, mais c'est l'erreur de Sacristan, c'est d'avoir voulu faire tourner contre les Levante, et ça c'est vraiment une erreur manifeste. Après, c'est souvent comme ça les journées de championnat en semaine, voilà, t'as toujours des rotations qui sont souvent un peu suspectes, on va dire. Mais voilà, moi je me fais pas énormément de soucis pour eux encore. Il est encore trop tôt. Eh bien, je crois que c'est la fin de ce podcast sur le 5e journée du championnat de Liga. Merci de nous avoir écoutés. Vous pourrez écouter bientôt le replay demain matin, je pense, si tout va bien. Sur YouTube, SoundCloud. Ça, c'est Benjamin qui s'occupe de tout ça. Là, c'est notre MC, notre régisseur, notre... il est très sollicité en ce moment. Benjamin, à lundi. Je serai toujours là. Pour le grand podcast du lundi soir. Sole, buenas tardes. Buenas tardes a todos.
Et salut Maxi. Salut. On se retrouve lundi soir, 20h, 20h30. On essaie d'avoir un super invité top qualité pour la deuxième partie. Et on fera un grand débriefing de la journée de championnat, comme d'habitude. Hasta luego. Allez,